Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un véritable couteau suisse. Un temps séduit par la banque à la lueur d'un job dating à la BNP, un temps étudiant assidu de droit à Sciences Po, puis en bon geek frustré, comme il se désigne lui-même, replongeant dans des études d'ingénierie les soirs et week-ends, comptez ensuite un passage en cabinet de conseil chez EY et retour sur les bancs de l'école pour découvrir le machine learning à Stanford. Rien que ça. Il se passionne aussi pour la boxe, le basket et la BD qu'il aime dessiner et feuilleter, notamment des BD belges comme Gaston Lagaffe et des comics américains qui tapent dans l'œil de cet amoureux du design. Notre invité serait-il insomniaque ? En fait, ce Français expatrié à Londres a désormais un atout pour rester éveillé la nuit, un petit garçon de 1 an. Il trouve même le temps de monter une entreprise de revente de chaussures de sport sur son temps libre. Ça, c'est pour le côté entrepreneur. Un véritable héritage familial qu'il injecte d'ailleurs dans la culture de son entreprise. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de Clear Channel, j'ai nommé Bastien Albertus. Merci Anne Guénéré pour ce portrait inspiré, comme d'habitude, de notre invité qui ouvre chaque épisode de notre série Étant donné. Pour rappel, au-delà de votre rôle de co-animatrice de ce podcast, vous êtes aussi directrice commerciale chez Splunk. Bonjour Bastien Albertus. Bonjour à tous, je suis hyper intimidé par ce portrait du coup, mais bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu donc à cette invitation d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data. Vous êtes donc depuis près de 2 ans le CDO de Clear Channel. C'est une société américaine implantée dans une trentaine de pays qui compte près de 8000 collaborateurs. Votre métier, c'est celui d'une régie publicitaire spécialisée dans l'out of home et l'affichage, avec des panneaux publicitaires traditionnels dans la rue, du mobilier urbain, et puis par exemple des totems vidéo connectés et interactifs. C'est un métier en pleine réinvention numérique en fait, Bastien. Exactement, c'est effectivement un environnement, un métier et une entreprise en pleine révolution. C'est ce qui m'a principalement d'ailleurs attiré chez Clear Channel. Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution numérique de Clear Channel elle est hyper protéiforme. Donc elle passe par ce que vous avez très bien décrit avec les typologies de mobilier ou de panneaux qui sont dans la rue. L'intérêt du numérique étant d'apporter plus de valeur et de renforcer la dimension média de ce qui était un média un petit peu hybride par le passé, notamment par l'apport de contenu, ce que peut apporter la vidéo. Et également, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, ce que la data a pu introduire dans les usages et puis dans la compréhension de ce média et sa meilleure intégration dans une stratégie de communication pour une entreprise. Vous avez mis la data au cœur de votre politique chez Clear Channel. De quelle data parle-t-on ? Quelles sont vos sources de données ? Alors on parle d'énormément de data. Alors déjà, la première chose peut-être qu'il faut retenir, c'est que le métier de la publicité, historiquement, c'est un métier de données. Par le passé, on était plutôt dans de la donnée froide, dans la donnée statistique, des analyses qui reposaient beaucoup sur des sondages. Mais pour comprendre la publicité, pour être capable de faire un choix de support publicitaire et pour être capable de donner un prix à ce support publicitaire, ce qui a toujours été essentiel, c'était de comprendre les audiences. Donc la première nature, la grande famille de data qu'on traite, et c'est quelque chose d'historique et de partagé par toutes les sociétés publicitaires, c'est effectivement les données d'audience pour comprendre ce qu'on achète et surtout à qui on parle. Ça, c'est la première basique. On est aussi une entreprise avec un processus industriel, donc on parle énormément aussi de données transactionnelles ou de données d'historique, d'activité qui nous permettent effectivement de mieux piloter nos interventions. De ce point de vue-là, on a aussi énormément de données qui sont plutôt, on va dire, contextuelles ou liées aux problématiques contemporaines. Je pense beaucoup notamment aux problématiques sociétales, aux problématiques d'environnement, donc comprendre les mouvements de population, comprendre les grandes tendances d'opinion et les grandes tendances d'attente des consommateurs et des citoyens. Et évidemment, énormément aussi de données qui ont trait à l'environnement et à l'impact carbone des différentes activités que nous menons ou que nos clients mènent à travers nous. Donc ça, c'est de manière très résumée la grande typologie de données qu'on manipule. Les sources, elles sont extrêmement variées. On produit de la donnée, donc moi j'aime bien parler de data hub en interne. Donc on est chaque acteur de Clear Channel dans le monde entier est un producteur et un consommateur de données. Donc on produit énormément effectivement de données, notamment les traces que nous maîtrisons. Et on vient se connecter à beaucoup de données qui sont extérieures, alors soit des données industrielles, qui sont des données qui sont réservées aux acteurs de l'industrie, notamment pour certifier des audiences ou comprendre des mouvements de population, comprendre des attentes de consommateurs, des données de type, on va dire, SDK mobile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est évidemment la façon la plus fine, on va parler tout à l'heure de la réglementation qui est sortie, mais
C'est la façon la plus fine de comprendre les comportements des consommateurs et de comprendre les attentes des consommateurs aujourd'hui. Et énormément également d'open data, avec une très grande variété de sources. Quand on opère dans plein de pays dans le monde, dans plein de villes dans le monde, en fait, on se connecte à des bases très différentes, puisque d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une situation à l'autre, ce qui est disponible est différent. Donc nous, on a effectivement construit une infrastructure qui est complètement imperméable aux spécificités, donc elle s'adapte à tout, et c'est plutôt l'inverse, elle n'est pas imperméable, au contraire, elle s'adapte à tout, et c'est comme ça effectivement qu'on fonctionne. Donc une très très grande variété de sources, une très très grande variété de données. Quels sont les objectifs principaux que vous affectez à votre stratégie data chez Clear Channel ? Alors je dirais qu'il y a 3 objectifs principaux. Le premier objectif qu'on a, Clear Channel a vocation à être ouvert sur l'ensemble des médias. On va parler de mix médias. Ce dont on a conscience, c'est qu'aujourd'hui un annonceur, quand il va effectivement investir dans de la publicité, c'est une nécessité pour lui, c'est très important, c'est stratégique, mais il ne se limite pas à notre média. Donc la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'apporter énormément de valeur aux annonceurs dans la compréhension de notre média et de son intégration dans un mix plus général. Comment est-ce qu'on peut mieux acheter l'affichage ? Comment est-ce qu'on peut être plus efficace avec l'affichage ? Comment, avec l'affichage, on peut mieux parler aux gens ? Donc ça, c'est le premier usage et c'est comme ça qu'on utilise la data principalement. J'ai envie de dire que c'est un peu de l'éducation. Deuxième utilisation de la data, ou la deuxième ambition au travers de la data, c'est effectivement de pouvoir enrichir les expériences et pouvoir mieux accompagner la formalisation et des stratégies et des messages. C'est compliqué de savoir quand communiquer, c'est compliqué de savoir quand communiquer à quelqu'un en particulier parce que le monde change. Le Covid a été un très grand accélérateur de ces phénomènes. Donc le deuxième usage que nous avons avec la data, c'est plutôt dans la modélisation et c'est là où on utilise beaucoup de machine learning. C'est effectivement dans l'accompagnement de nos clients, la recommandation de stratégie, la recommandation de typologie de médias, l'aide par exemple au choix d'une création qui sera diffusée sur une publicité par exemple. Ça c'est le deuxième objectif principal. Le troisième objectif, je dirais que c'est plus un objectif de responsabilité sociale d'entreprise et également, je dirais, d'efficacité opérationnelle, où on a envie de comprendre notre business et on a envie de comprendre l'impact de notre business. Donc on utilise beaucoup la data, pas uniquement dans une logique d'aide à la décision, mais vraiment d'efficacité opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut rendre la vie de nos employés plus agréable, plus efficace, etc. Comment est-ce qu'on peut mieux reporter ou mieux prouver la valeur de nos produits et de nos services à nos clients et partenaires. Je pense beaucoup aux villes parce qu'on a un modèle publicitaire vertueux, puisque notre activité finance notamment les politiques publiques. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler et qui est important pour nous. On a un média un peu particulier pour ça. Et c'est pareil, les villes, elles ont besoin de comprendre quel est notre impact quand on fait de la maintenance, qu'est-ce que ça a pour conséquences, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur, en tout cas à l'expérience d'un citoyen, etc. Donc c'est, je dirais, un usage business de la data. Business, je ne le limite pas au mur de Clear Channel, au contraire, je l'étends à celui de notre écosystème, donc nos clients et puis nos partenaires. Bastien, le RGPD et puis le Covid dans un registre différent ont-ils modifié votre stratégie ? Le RGPD, non. Il y a quelque chose de très fort dans l'affichage. Je vous parlais tout à l'heure du programmatique, c'est un très bon exemple. Le programmatique, ça vient des médias online. Ça a été introduit par les médias online. Je pense aux gens qui ne sont pas les grands experts du big data. S'ils cherchent des exemples de ce qu'est le big data et pourquoi ça peut faire peur, on va évidemment plutôt voir la stratégie des GAFA et leur modèle publicitaire, l'accès à toutes ces données personnelles, etc. de manière un peu incontrôlée pour venir pousser du contenu publicitaire et un petit peu orienter les comportements des consommateurs. Historiquement, l'affichage, c'est un média qui est à l'opposé. On va plutôt parler de la sécurité à la fois du consommateur et la sécurité des marques. Quand une marque investit dans du online, sauf de très rares exceptions, elle ne sait pas exactement où son contenu publicitaire va être diffusé, à côté de quel contenu il va être diffusé. Quand on pratique l'affichage, effectivement, on est sûr de l'endroit dans lequel on est diffusé et on apporte cette sécurité. Notre responsabilité à nous, c'est de protéger le citoyen. On ne peut pas exposer le citoyen à n'importe quel contenu publicitaire et surtout, c'est très difficile de capter un consentement d'un consommateur. Il n'est pas du tout interdit d'utiliser des données personnelles et de les manipuler. En revanche, il est interdit de le faire sans le consentement informé et éclairé du propriétaire de cette donnée personnelle. Notre média est un média extrêmement sécurisé, donc il y a beaucoup de tentatives de captation de données au travers de nouvelles technologies. Je pense beaucoup à la vidéo par exemple ou à des sniffers Wi-Fi, ce type de technologie-là où les gens peuvent s'imaginer que derrière un écran, effectivement, il y a une caméra qui vient capter un peu leurs informations. Ça, c'est quelque chose qui est très très peu répandu, surtout pas répandu en France, notamment parce que la CNIL est extrêmement vigilante dans sa jurisprudence et toutes les régies publicitaires d'affichage sont extrêmement respectueuses de la jurisprudence de la CNIL. Tant qu'on ne sait pas prouver qu'on a recueilli un consentement, on exploite très peu de données personnelles. Quand on vient, et on le fait, on a une plateforme qui s'appelle Radar chez Clear Channel où effectivement on vient travailler sur de la donnée tierce partie qu'on a achetée. On a un process extrêmement rigoureux de revue. Alors une société américaine
déjà historiquement on aime le droit et on aime la loi, on est respectueux de la loi. Et par ailleurs, c'est dans notre ADN et c'est dans notre proposition de valeur d'être extrêmement vigilant sur ce type de réglementation. Donc je peux vous assurer qu'on a un process extrêmement difficile. On s'interdit de faire beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui travaille dans l'innovation comme moi, c'est parfois même frustrant pour être honnête avec vous. Parce que moi je suis pas mal intentionné, j'ai envie d'apporter des expériences sympas à mes clients. Mais j'ai souvent mes camarades du juridique et du compliance qui me disent bah ouais mais ça effectivement c'est quand même on pourrait l'interpréter de cette manière-là, nous on veut pas prendre ce risque. Donc sur la première partie, donc sur la réglementation, sur la protection des données personnelles, non, ça n'a pas changé. On était déjà très vigilants, on l'est toujours autant. Ça ne changera pas. Le Covid, il a eu un impact négatif et un impact positif. Je pense qu'on a été, alors le marché publicitaire a extrêmement souffert du Covid. On n'est pas les plus à plaindre, évidemment, des gens ont souffert beaucoup plus que nous du Covid. En revanche, nous, dans le mix média, on est ceux qui avons souffert le plus. Quand on ferme la rue, on ferme l'affichage. Quand on ferme les centres commerciaux, on ferme l'affichage. Donc nous, on a eu des très difficiles arrêts d'activité. Voilà, donc quand on a un arrêt d'activité, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire on peut penser à soi, on peut penser à la valeur qu'on peut apporter, on peut penser au futur. Donc en fait, le Covid pour nous, ça a été un vrai accélérateur de transformation digitale. Je pense que énormément de gens à qui vous parlez doivent vous confirmer exactement ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas les seuls à s'être réinventés pendant le Covid, mais vraiment pour nous, ça a été, pardon pour l'expression, mais un énorme coup de pied dans le derrière. Où on s'est dit, ok, on a une super opportunité maintenant de réinventer notre futur, d'apporter beaucoup plus de valeur. On a le temps de le faire. On se plaint toujours de ne jamais avoir le temps. Là, on avait le temps et c'est vrai que pour nous, ça a été une vraie transformation avec énormément de produits au cœur desquels se trouve la data. Au niveau d'avancement du traitement des data qui est le vôtre chez Clear Channel, qui est-ce qui en profite le plus ? Est-ce que c'est vous en interne pour votre transformation, vos cibles, les agences médias avec lesquelles vous travaillez ou les annonceurs ? Alors, c'est une très bonne question. J'imagine que tout le monde n'est pas un grand expert de l'affichage et de la publicité en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre client principal et historique, c'est les agences médias. On est une régie, on est un supplier. Et notre principal client, notre principale interface, c'est effectivement les agences. Donc le premier bénéficiaire de ce qu'on fait sur la data, ce qu'on produit énormément d'insights, je vais vous donner juste un exemple de quelque chose que Clear Channel France fait, qui est un indice mobilité, qui est un indice public qu'on publie sur nos sites, mais qui est un indice aussi qu'on fournit aux agences médias pour les aider à apporter beaucoup de valeur. Alors soit dans des grandes études, dans des partenariats qui sont faits sur des thématiques qui ne sont pas forcément liées à des annonceurs, et évidemment en bout de chaîne aux annonceurs. Donc le premier destinataire de cette valeur, historiquement, ce sont les agences. Dans notre stratégie, on veut aussi ouvrir notre média à des gens qui n'y avaient pas accès historiquement. Notamment, on pense au commerce local. Je vous l'ai dit, Clear Channel a une empreinte sociale très importante, notamment dans la ville. On est un média de géomarketing, on est un partenaire privilégié des villes, puisque la publicité et notre revenu, au travers de redevances, finance les politiques des villes. Ce qu'on a voulu, et c'est très fort chez nous, on a voulu orienter aussi le bénéfice de la data vers des gens qui n'avaient pas accès à la publicité. On pense notamment au commerce local, on a fait énormément pour le commerce local, on continue à travailler énormément pour le commerce local. On lance en France, on a une plateforme en test là, depuis quelques mois qu'on va vraiment lancer sur Q4 là, en France, qui permet effectivement au travers de la data, par exemple, d'aider un commerçant à monter une stratégie média plurimédia. Donc la plupart des commerçants avec qui on travaille font beaucoup de Facebook, etc. Ils sont souvent un peu déçus ou un peu frustrés parce que ça ne délivre pas ce qu'ils espèrent. Notre plateforme, elle est là, et la data, elle est là pour les aider à mieux acheter sur Facebook et à potentiellement accéder aussi à notre média en complément de ce qu'ils font pour apporter plus de valeur. Donc les deux premiers bénéficiaires, c'est 1, les agences, 2, nos clients en direct, donc beaucoup le petit commerce ou le commerce indépendant, les sociétés de services qui n'avaient pas accès à ça. La troisième destination, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les villes, on travaille beaucoup avec la ville de Paris notamment, on travaille beaucoup avec des villes, beaucoup en Angleterre, beaucoup en Suède également, sur effectivement la meilleure compréhension de l'impact environnemental de tout ce qui se passe dans la ville. On veut que la data serve cette espèce d'ambition commune de réinventer la ville de demain, et ça c'est la troisième destination. Aujourd'hui il y a quelques cas, mais je dirais que c'est plutôt de l'expérimentation. Je mentirais si je disais que les villes étaient les grands bénéficiaires de la data. En revanche, c'est notre grande ambition. Donc, en 1, les agences, en 2, le commerce local, en 3, mais c'est demain, les villes. Bastien, vous prenez une politique open data pour Clear Channel, notamment dans les cadres Smart City. Est-ce que cela peut vraiment améliorer les expériences urbaines ? Et est-ce que c'est bien vu chez vous ? Alors, première partie de la réponse, moi je suis convaincu que ça peut vraiment améliorer les expériences urbaines. Je vais être très très honnête et potentiellement très radical et pas me faire que des amis. Je considère que les premières initiatives qui ont été prises, notamment par nous, elles n'ont pas forcément apporté beaucoup de valeur aux citoyens pour une raison fondamentale dans la façon de concevoir nos expériences. On pensait aux expériences et ensuite on les testait
avec les gens dans la rue. Et je ne sais pas si vous avez déjà été contacté par quelqu'un pour vous dire ok, quelle data serait utile quand vous vous baladez dans un centre-ville par exemple. Donc c'était pas forcément la meilleure façon de faire et je trouvais ça un peu dommage. Moi je suis convaincu qu'on peut apporter beaucoup plus de valeur et nous c'est pour ça qu'on a inversé la chaîne de conception, on fait énormément de recherches. On passe énormément de temps dans la rue. Nos équipes sont dans la rue, nos équipes de design notamment sont dans la rue pour parler aux gens, pour parler aux différents acteurs locaux, que ce soit par exemple un manager de ville, que ce soit le responsable d'une association de commerçants, que ce soit le responsable d'une association de mamans isolées, ou peu importe la typologie de contexte, pour comprendre comment nous, avec notre média, on est partout dans la rue, que ce soit en mobilier urbain, en affiches, en totems, en vidéo, en petits écrans, en vélo dans certaines villes, puisqu'on fait aussi du bike sharing. Comment nous, on peut, au travers de la data, enrichir l'expérience et apporter de la valeur. Et il faut que cette expérience elle soit complémentaire de ce qui vous suit toute la journée, c'est-à-dire votre mobile. C'est comme ça qu'on le travaille. On l'a beaucoup fait, je pense à... Notamment, aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle le Dynamic Content Optimization qui permet effectivement de provoquer un comportement ou d'informer un utilisateur au travers de ce qui est diffusé sur un écran. Donc ça, c'est quelque chose, on a la technologie, on n'était pas complètement robuste et était un peu cher à scaler par le passé, c'est plus le cas, aujourd'hui on est beaucoup plus libre et on peut créer des choses extrêmement intéressantes. Donc on a utilisé notamment en France Monaco, on a un partenariat avec la Principauté de Monaco, comme un laboratoire de recherche un peu pour optimiser ces expériences. Donc ça va de divertir les enfants quand ils s'ennuient à l'arrêt de bus, à apporter par exemple de l'information sur est-ce que ce serait mieux d'aller prendre un café plutôt que d'aller tout de suite appeler mon Uber parce qu'en fait là il y a trop de concurrence pour avoir mon Uber. Donc comment le panneau peut me donner cette information sans que j'ai besoin par exemple de sortir mon téléphone. Comment aussi on peut aider les gens dans la rue, ceux qui n'ont pas de toit, à par exemple trouver un lit disponible dans une association ou dans un des services de la ville. Donc ça c'est ce type d'usage et j'en suis absolument convaincu. Est-ce que c'est facile chez Clear Channel? Deuxième partie de la réponse, je vais être très rapide. Oui, c'est facile parce que tout le monde a l'ambition chez Clear Channel d'apporter plus de valeur. Honnêtement, à toutes les échelles de la maison, tout le monde essaye d'apporter de la valeur. Est-ce que c'est simple pour tout le monde de comprendre ce qu'on peut faire avec la data? Non, parce qu'évidemment, c'est une énorme transformation culturelle et que la première chose qu'on connaît de la data, c'est la BI. Donc, un gros travail d'accompagnement, j'aime pas le mot éducation, mais un vrai travail de collaboration en fait avec tout le monde, juste pour qu'on arrive à un peu se dire c'est pas technique, c'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour utiliser la data. Moi j'étais très mauvais en maths quand j'étais jeune, je me suis amélioré par la suite, mais j'étais vraiment très mauvais en maths et c'est bien la preuve que pour le coup, effectivement on peut faire plein de choses chouettes même en étant mauvais en maths. Quel type de relation avez-vous avec le DSI de Clear Channel ? Alors j'ai d'excellentes relations avec le DSI de Clear Channel. La transformation qu'on a engagée, on a créé un département digital. Le digital est forcément très lié au business, mais il est aussi très lié à la tech. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une communauté chez Clear Channel qui s'appelle Tech Europe, qui est la première communauté européenne. Et c'est une communauté extrêmement active parce que on a fait le choix de détacher les différents salariés des équipes digitales ou des équipes tech à un niveau européen. Donc ils ne reportent plus aujourd'hui concrètement à leurs différents pays, ils reportent directement à une entité européenne. Donc on fait partie exactement de la même communauté. Donc on a d'excellentes relations. Nos équipes, nos squads, nos équipes opérationnelles mélangent les équipes, donc on va dire plutôt tech, IT, historique, et nos équipes data et digital. Donc elles travaillent main dans la main. Donc on a vraiment, je dirais, beaucoup de chance chez Clear Channel parce qu'on a une équipe qui nous facilite la vie. Donc dès lors qu'on veut expérimenter quelque chose, on s'entend ensemble sur l'infrastructure à mettre en place et on la met en place. Donc j'ai absolument aucune guerre avec l'IT. Je sais que beaucoup de mes camarades Chief Data Officer luttent et se battent. Moi j'ai des rapports très apaisés et très amicaux, donc j'ai aucun problème. Bastien, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en interne, mais aussi les changements structurels qui seraient déjà intervenus ? Alors la principale difficulté qu'on a rencontrée en interne, je dirais que c'est plutôt une difficulté culturelle. On a toujours considéré la data comme un actif stratégique chez Clear Channel, simplement on n'a pas complètement compris comment on pouvait activer et ouvrir cette donnée. On vient plutôt d'une culture du secret ou de l'utilisation vraiment très spécifique, donc fondamentalement cachée. Et ce que notre nouvelle approche, nouvelle stratégie a apporté, c'est évidemment plutôt une vision très ouverte de la data, une vision qui vise le partage et qui vise l'expérimentation. Donc ça a été, je dirais, très compliqué à entendre pour un certain nombre de nos collègues au travers des différents marchés en Europe. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, je dirais que c'est plutôt une difficulté qui est une approche par le risque. On est évidemment extrêmement sensible à la sécurité des consommateurs, donc à la sécurité de l'information, au respect notamment évidemment des réglementations type RGPD, etc. Et on a une culture, nous, plutôt, on va dire, protectrice ou
extrêmement réservé, de bon père de famille, en tout cas dans notre approche de la gestion. Et c'est vrai que la data, elle a apporté un peu un risque ou un territoire un petit peu inconnu. Et ça a été une deuxième difficulté, ou c'est toujours une deuxième difficulté. Donc on a évidemment trouvé des solutions palliatives à ça au travers de beaucoup de réunions, beaucoup de partage et d'expérimentation commune avec les différentes directions métiers en interne. Et ça a été la principale difficulté. Il y a évidemment des difficultés techniques, mais à côté de cette difficulté culturelle, je dirais que c'est vraiment très, très réduit. Bastien, auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast ? J'ai 2 personnes à vous recommander pour ce podcast, Sébastien Garcin et Jean-Philippe Poisson, qui sont les 2 fondateurs d'une société qui s'appelle Wiser, qui est une start-up qui est spécialisée dans la normalisation des données. C'est vraiment des gens que je recommande et qui sont passionnants à rencontrer, avec lesquels il est bon d'échanger. Merci Bastien Albertus d'être passé nous voir dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci évidemment Anne Guénéré, merci aussi à Thierry Bertucca et Audrey Houliard de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Enfin, merci à vous évidemment, vous pouvez noter cet épisode et vous abonner. À bientôt pour un nouveau numéro. Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt!